Dans cette vidéo, on va chercher à savoir si le Sony A7 boîtier qui est sorti il y a 4 ans vaut toujours le coup aujourd'hui. Et on commence juste après ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Synapse, chaîne où l'on parle de photos, de vidéos, de matériel, mais également de business autour de tutoriels que tu peux retrouver chaque semaine et cela totalement gratuitement. Comme tu as pu le voir au niveau de l'introduction, aujourd'hui on continue à parler des boîtiers intéressants chez Sony et on va s'arrêter sur le cas de l'A7 III. En fait, je vais parler de cet appareil car lorsque je vais échanger sur le choix d'un boîtier, aussi bien avec des photographes que des vidéastes, l'A7 III est l'un des noms qui revient le plus souvent. Mais le principal problème qui freine souvent à l'acheter est sa date de sortie. Beaucoup se demandent s'il n'est pas aujourd'hui dépassé. Pour répondre à cette question, je te propose dans un premier temps de voir ses points forts, ensuite de voir ses points faibles, avant de chercher à le positionner sur le marché en fonction de ses concurrents. Et pour finir, je te donnerai mon avis. Si on commence par évoquer ses points forts, le premier qui me semble important à mettre en avant, c'est sa polyvalence. C'est un boîtier qui se veut aussi bon en photo qu'en vidéo. En photo, on peut notamment évoquer la qualité de ses fichiers RAW, mais également de sa rafale à 10 images par seconde. Son capteur stabilisé plein format de 24 mégapixels va te permettre d'avoir des images présentant une belle définition que tu pourras recadrer sans perte en qualité si tu le souhaites en post-production. En vidéo, un grand nombre d'options sont disponibles avec une 4K qui va jusqu'à 30 images par seconde, une Full HD qui va jusqu'à 120 images par seconde, la présence de différents profils d'images, notamment d'un profil log d'une grande qualité qui va te permettre un étalonnage simple de tes images en post-production. On note aussi la présence de nombreux outils permettant de t'aider dans ta pratique de la vidéo, tels que les zébras, le focus picking ou encore l'histogramme. Que ce soit en vidéo qu'en photo, tu vas bénéficier d'un autofocus très réactif et de très grande qualité qui va te permettre d'avoir peu de déchets dans tes prises de vue. Enfin, passer de la vidéo à la photo et inversement est très simple avec la présence de molettes prévues à cet effet et au niveau desquelles tu vas pouvoir préenregistrer des réglages comme tu le souhaites. Justement, la possibilité de personnaliser le boîtier est un autre point fort. Tu peux donner la fonction de ton choix au bouton que tu veux. Et ça va te permettre d'adapter le boîtier en fonction de tes besoins, mais également de ton confort. Tu peux également créer un menu qui regroupe l'ensemble des fonctions que tu vas utiliser le plus. Et cela, ça va tout simplement t'éviter de devoir les chercher à chaque fois que tu en as besoin. Un autre point positif que je souhaite aborder avec toi, c'est ses capacités en basse lumière. Sa montée en ISO et sa gestion du bruit numérique sont excellentes et vont te permettre d'obtenir des résultats grandement exploitables, même dans des conditions lumineuses difficiles. Sa taille est également un autre point positif. Il peut se glisser facilement dans ton sac, il te permet d'être discret et notamment s'il est utilisé avec un objectif de petite taille, il n'est pas lourd et il peut être utilisé facilement avec l'ensemble des stabilisateurs du marché. Si tu possèdes de grandes mains comme les miennes, il est possible d'ajouter un grip qui va te permettre dans un premier temps d'améliorer ta prise en main, mais également d'avoir une seconde batterie à disposition. Et justement, l'autonomie des batteries est tout simplement excellente. Ce boîtier bénéficie de la nouvelle génération de batterie Sony avec laquelle il est possible de travailler toute une journée avec une seule sans réellement s'occuper du niveau de cette dernière. C'est vraiment un plus en termes de confort de travail. À cela s'ajoute également une réelle solidité de l'A7 III que j'ai pu utiliser sous la pluie, sous la neige, dans des conditions de très basse mais également de très haute température sans que les fonctionnalités de l'appareil soient réellement altérées. C'est donc un appareil qui va être capable de durer dans le temps et de bien vieillir si tu en prends grand soin. Enfin, la taille des fichiers est un autre argument qu'il ne faut absolument pas négliger. Que ce soit en photo qu'en vidéo, tu vas obtenir des fichiers de petite taille qui vont te permettre d'être enregistrés sur des cartes SD à prix raisonnable comparé à des modèles plus récents et d'être utilisés sur des ordinateurs pas forcément très puissants. Ça va donc faciliter ton travail en post-production notamment. À noter également que ces fichiers donc de petite taille vont pouvoir être enregistrés simultanément sur 2 cartes SD.
En effet, l'A7 III possède 2 emplacements pour carte SD et ça représente du coup une sécurité non négligeable et c'est un autre point fort à mettre en avant. Le dernier argument à mettre en avant, c'est bien évidemment son prix extrêmement compétitif au vu des points forts qu'on vient de lister. On va le trouver neuf à 2049 € et sur le marché de l'occasion, tu pourras le trouver entre 1200 et 1800 €. Ça va dépendre bien évidemment du site consulté et du moment au niveau duquel tu vas faire ta recherche. Néanmoins, tout n'est pas parfait au niveau de cet A7 III. Il possède des défauts, notamment que des modèles plus récents ont réussi à gommer. Le premier, c'est son écran. Ce dernier est assez petit, il n'est pas très lumineux, ce qui le rend assez compliqué à l'utiliser en plein soleil. De plus, il possède des fonctions tactiles assez limitées et il n'est pas sur rotule. Cela peut poser notamment problème lorsqu'on veut se filmer seul face caméra, là où la plupart des appareils plus récents le proposent. L'une des solutions pour faire face à cette situation, c'est l'utilisation d'un moniteur externe ou encore de ton téléphone via l'application notamment Moniteur Plus pour avoir un retour sur le travail que tu es en train d'effectuer. On peut aussi évoquer la qualité de son viseur électronique qui est en dessous de ce qu'on peut retrouver sur le marché, notamment en termes de résolution. Un autre point négatif, ce sont les limites que l'on peut observer côté vidéo. On peut citer notamment l'absence de 4K 60 ou 120 images par seconde. Si cela est important pour toi, tu as notamment la possibilité de filmer en Full HD en 120 images par seconde et ensuite de ramener tes images à l'échelle 4K en post-production. Une autre limite, c'est l'absence également de 4K 4.2 bits qui va t'offrir moins de possibilités en termes d'étalonnage en post-production et également un débit maximal de 100 mégabits qui va limiter la qualité de tes vidéos. Ces deux aspects vont être en quelque sorte atténués si ton but c'est de poster majoritairement ton travail sur internet et sur les réseaux sociaux notamment. Il sera alors dans la plupart des cas regardé sur des petits écrans où franchement la différence entre le 8 bits et le 10 bits n'est pas forcément très flagrante. Un autre point négatif, c'est le rendu des couleurs de l'A7 III qui n'est pas forcément le meilleur et le plus fidèle, avec notamment des teintes magenta marquées au niveau de la peau. Mais avec une bonne balance des blancs, une bonne gestion de la lumière et un travail très rapide en post-production, cela est très facilement corrigé. Enfin, les menus peuvent être assez compliqués à prendre en main. En effet, ils peuvent se montrer assez confus et retrouver une fonction rapidement peut devenir assez compliqué, même avec un certain temps avec l'appareil. Néanmoins, on l'a vu, tu as la possibilité de pouvoir personnaliser ton appareil et de créer notamment un menu adapté à tes besoins et cela, ça semble une bonne solution pour régler ce problème. Maintenant qu'on vient de finir de détailler les points forts et les points faibles de ce boîtier, je pense qu'il est intéressant de le situer par rapport à ses principaux concurrents qui se présentent aussi bons en photo qu'en vidéo. On peut citer notamment le X-T4, le Lumix S5, le Nikon Z6 II, le Canon R6 et bien évidemment le Sony A7 IV. Côté photo, les principales différences vont se faire au niveau des capacités de leur rafale, au niveau de la taille, mais également de la résolution du capteur, qui va te permettre notamment de cropper plus ou moins dans ton image si tu en as besoin en post-production. Les différences vont aussi se faire au niveau du rendu des couleurs. L'A7 IV vient gommer des carences qu'on vient d'évoquer à ce niveau-là, mais au final, ça va vraiment dépendre du goût de chacun. Côté vidéo, les différences se font au niveau des propositions de la 4K notamment. Tous les concurrents présents ici ont de la 4K 60 images par seconde, mais avec un recadrage, ce qui pourra en freiner plus d'un notamment. L'enregistrement en 4.2 10 bits est également toujours présent, mais chez certains avec la contrainte de devoir le faire en externe. De plus, il y a des options supplémentaires qui sont présentes, telles que le suivi de l'œil en vidéo, la possibilité de filmer en 4K DCI, la vraie 4K chez le X-T4, ou encore l'enregistrement en RAW en externe chez le Z6 II. Il faut aussi noter qu'à l'exception du Z6 II, tous possèdent un écran sur rotule qu'il est vraiment appréciable d'utiliser, notamment lors d'un travail en vidéo. À ce stade, il est important de mettre en lumière que certains atouts de l'A7 III restent très bons face à ses concurrents. Je pense notamment, en disant cela, à son autofocus, à l'autonomie de ses batteries, mais également à sa bande montée en ISO et surtout son prix. Si on prend le cas de son successeur, l'A7 IV, il est aujourd'hui proposé à 2799 €, alors que on peut trouver, notamment si on prend le marché de l'occasion, l'A7 III à un prix moyen de 1600 €. Sur le plan stratégique, maintenant j'ai deux possibilités. Soit j'investis mon argent sur l'A7 IV, qui a la possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde, qui a un écran sur rotule, mais également qui a un meilleur rendu des couleurs.
Soit j'investis mon argent dans l'A7 III plus du matériel supplémentaire, typiquement un objectif. Et là, je pense tout de suite notamment au Tamron 28-75 f2.8 qui va couvrir la majorité des besoins de tous. On peut le retrouver aujourd'hui, si on prend en compte le marché de l'occasion, entre 650 et 900 euros. Maintenant qu'on a fait le tour du sujet, il est temps de te donner mon avis. Selon moi, l'A7 III est un boîtier qui répond encore à la majorité des besoins des photographes et des vidéastes qui veulent se montrer créatifs et qui vont majoritairement exposer leur travail sur Internet, aussi bien dans un cadre personnel que professionnel. Des besoins en 4K beaucoup plus importants. La volonté d'avoir un écran sur rotule et tactile, mais aussi la recherche d'une meilleure ergonomie sont les principales raisons qui pourraient, selon moi, te pousser à opter pour des modèles concurrents et surtout plus récents. Choisir l'A7 III en 2022, c'est assurer d'avoir un très bon rapport qualité-prix qui va te permettre d'investir à côté sur du matériel complémentaire, typiquement des objectifs. Je te laisse me donner en commentaire ton avis sur l'A7 III et me dire surtout si c'est un boîtier qui est susceptible de t'intéresser encore aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, mais surtout si les informations que j'ai pu t'y donner t'ont été utiles, pense à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne. Pense également à t'abonner, mais également à activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. En attendant, sors, prends des photos, prends des vidéos, éclate-toi et on se retrouve bientôt. Ciao!